Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce nouveau live 10 sur 10. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous attaquez cette semaine en pleine forme. Nous vous donnons rendez-vous cette semaine, comme les semaines passées durant ce confinement, tous les matins à 10h10 pour une discussion avec un enseignant, un expert d'éducation numérique, avec un psychologue, afin de vous donner des conseils sur la façon de vivre ce confinement en famille et de vous partager quelques expériences ou quelques idées, quelques suggestions d'activités culturelles, ludiques, créatives à faire à la maison. Notre idée, en toute humilité, c'est d'essayer de vous accompagner pour faire de ce temps de confinement un temps où on continue à apprendre, à créer et à explorer en famille. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Pierre-Antoine Huot. Pierre-Antoine qui est éditeur, concepteur de projets éducatifs et qui, sur ses heures perdues, est aussi un entrepreneur de l'EdTech. Merci beaucoup, Pierre-Antoine, d'être avec nous. Merci Michel de m'inviter. C'est un plaisir de te recevoir et nous avons eu la chance de discuter avec Pierre-Antoine ces dernières semaines de la façon dont le confinement changeait la façon d'apprendre et la façon d'enseigner. Et nous sommes dit que Pierre-Antoine avait un certain nombre de conseils extrêmement judicieux à vous partager sur la façon d'utiliser le numérique au profit de l'expérience d'enseignement et au profit de ce lien social à conserver avec vos élèves. Je vous invite aussi à retrouver cette vidéo dès maintenant sur la page Facebook de BSF, mais aussi sur notre site internet où vous retrouverez également toutes les ressources dont Pierre-Antoine va nous parler aujourd'hui, ainsi que celles des semaines passées. N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir toutes ces informations directement dans votre boîte mail. Et je tenais également à remercier nos partenaires de Facebook de relayer nos interventions en direct. Merci infiniment à eux et à Bastream de mettre à disposition les infrastructures techniques pour faire cela. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Et sans plus tarder, je vous propose que nous commencions notre discussion avec Pierre-Antoine, qui est donc éditeur, concepteur de projets pédagogiques et aussi entrepreneur de l'EdTech. Pierre-Antoine, dis-moi, les écoles et les universités sont fermées en France et en Belgique depuis le 16 mars. C'est pour le moins un défi de faire classe à distance pour un enseignant. Toi qui te penches sur la question de l'enseignement à distance et du numérique éducatif depuis plus de 20 ans, peux-tu nous en dire plus à ce sujet? Écoute, tout d'abord, je voulais non seulement te remercier, mais remercier tous ceux qui sont avec nous sur ce chat. J'espère que vous allez tous bien, que vous restez chez vous et que tant vos collègues que vos élèves sont en bonne santé. Je suis donc en direct depuis Barcelone. À Barcelone, on partage les mêmes inquiétudes que vous, tant sur le plan sanitaire que sur le plan éducatif, puisque les écoles et les universités qui ont fermé en France ont fermé quasiment simultanément dans tous les pays du monde. Et c'est une situation, d'ailleurs pour le moins insolite. Je pense que c'est la première fois dans une histoire récente, et quand je dis récente, une histoire même prolongée, où toutes les écoles ferment quasiment simultanément, même en temps de guerre, on n'a pas cette simultanéité. Et moi qui travaille beaucoup sur le rôle du digital à l'école depuis très longtemps, et on a toujours coutume de dire il y a des résistances, le digital rentre pas, ça va pas assez vite. Et en fait, si je le prenais de manière cynique, je me dirais qu'on est là devant un cas d'usage auquel aucun des tenants de l'éducation et de la technologie n'avait pu rêver, si le mot rêver s'applique à notre situation d'aujourd'hui, puisque d'un seul coup, c'est grosso modo la seule option qui reste à nous. Et aucun magicien n'avait pu imaginer faire disparaître l'école du jour au lendemain. On a tous rêvé une transformation de l'école, on a tous imaginé une école différente, on a imaginé des temps différents, des rythmes différents, mais l'idée qu'à grande échelle, les enfants n'aient plus à aller à l'école, c'est un défi incroyable auquel on est, au bout du compte, pas du tout préparé. Effectivement, et tu nous as parlé justement de ce bouleversement. À ton avis, qu'est-ce qui a changé depuis le début du confinement dans le rapport de l'enseignant à ses élèves, dans les rapports des élèves à l'enseignant et à l'objet école finalement? Je crois que la question qui se pose,
c'est de savoir si on peut maintenir d'une autre manière la relation entre un enseignant et sa classe. On a beaucoup critiqué dans les dernières années la manière d'enseigner, la manière d'apprendre, pas simplement en France, en Belgique, on l'a critiqué partout. Et en fait, on a sûrement oublié, c'est ce qu'on redécouvre aujourd'hui, qu'il y a un élément fondamental dans l'apprentissage, dans l'enseignement, c'est le lien. Le lien, appelons le lien social, c'est le lien incroyable qu'il y a entre les élèves et l'enseignant. Et quand ce lien disparaît, en tout cas ce lien physique disparaît, on se demande est-ce que le lien est rompu ou est-ce qu'on peut arriver à le recréer d'une autre manière. Et je pense que c'est ça l'urgence de la situation, c'est de ne pas perdre le lien. Et donc tu me demandais ce qui change et ce qui ne change pas. J'ai fait un peu une liste à l'après-vert des éléments qui, selon moi, changeaient, de ceux qui demeuraient comme avant. Dans ce qui change, c'est l'espace physique. L'espace physique a disparu. C'est les élèves qui sont devenus peu ou prou invisibles. C'est les chefs d'établissement. Il y a un rapport hiérarchique dans les écoles qui aussi sont devenus invisibles. C'est paradoxalement les parents qui sont devenus visibles. On avait toujours coutume de dire que les parents n'étaient pas suffisamment présents aux côtés de leurs enfants. Ben, là, ils sont présents presque par obligation. Et puis, il y a un allongement du temps. La journée, elle n'a plus de frontières claires entre le travail et le loisir. Il y a un bouleversement de l'emploi du temps. Et de l'emploi du temps qui est pas simplement l'emploi du temps de l'école. Et ce qui demeure du temps d'avant, c'est que l'enseignant reste le seul en charge de sa classe. Que l'assistance en classe, en tout cas en théorie, reste obligatoire. Que tous les enfants ont le droit d'être en classe. Qu'une classe, elle a un emploi du temps. Et que c'est dans les temps de la classe qu'on peut permettre aux enfants d'acquérir des connaissances et des compétences en suivant un programme. Je pense qu'il faut bien faire la part entre ce qui change et ce qui doit demeurer. Alors, ce qui doit demeurer d'une manière ou d'une autre. Bien sûr. Merci beaucoup Pierre-Antoine. Tu sais, on a en préparation de ces lives, on a beaucoup échangé ces derniers jours avec des enseignants qui nous disent que faire classe à distance, ce n'est pas du tout la même chose que simplement répliquer ces méthodologies, les méthodologies qu'on appliquait en présentiel. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faut réviser sa façon de faire? Je pense d'abord que ceux qui savent, c'est les enseignants qui essayent. Et ça a toujours été comme ça. Donc, les experts qui arrivent en expliquant comment est-ce qu'il faut que ça se passe, ils ont toujours une valeur relativement douteuse. Je voudrais faire 2 commentaires sur ce que tu viens de dire. Le premier, c'est que je suis allé regarder ce qui s'était passé à Hong Kong il y a une quinzaine d'années avec le SRAS. Et ils ont vécu une situation absolument similaire. C'est-à-dire du jour au lendemain, tout a fermé. Et qu'est-ce que disaient les enseignants de ce qu'ils avaient vécu? Et ils disaient ce que tu viens de dire, à savoir que d'un coup, ils se sont retrouvés devant un mur, et ce mur-là, ils l'avaient pas vu venir. Et donc, ils se sont retrouvés assez perdus. Le deuxième, c'est qu'ils ont noté des sentiments paradoxaux. Ils ont noté un grand isolement des élèves. Et que cet isolement, il était une source aussi de souffrance et de souffrance dans la relation entre l'enseignant et ses élèves. Ils ont noté que beaucoup de leurs élèves avaient des meilleures compétences en technologie que, alors c'était il y a 15 ans, ça a changé, mais ça n'a pas forcément changé autant que ça. Ils ont aussi noté qu'il y avait une énorme dilation du temps de l'enseignant, c'est-à-dire qu'il recevait des mails à toute heure du jour et de la nuit, et c'était donc très intrusif comme relation. Et puis ils sont aussi retrouvés avec des problèmes techniques du quotidien, des mails qui étaient retournés à l'expéditeur, des plateformes qui fonctionnaient pas, des connexions qui y étaient pas. Et donc il y avait un problème qui est un problème pédagogique, c'était ajouter des problèmes de communication et des problèmes techniques. Et donc tout ça, je pense qu'il faut le prendre avec beaucoup de
de calme. Alors c'est facile à dire, mais d'une certaine manière, l'obligation de faire le mieux, elle est plus là. Je pense pas qu'il faille se fixer une règle d'excellence. Il faut faire au mieux. Et au mieux, c'est au mieux de ces possibilités. Ceux qui font du télétravail, et aujourd'hui on parle du mot télétravail, on parle du mot télétravail pour tout le monde, pour toutes les professions, dont les enseignants. Et, et maintenant qu'on est tous, depuis maintenant 2 semaines, dans le télétravail, on se rend compte que le télétravail, c'est très fatigant. Ça demande une grande concentration, voir des visages sur des écrans dans tous les sens. On ne sait plus regarder de la tête et surtout on ne sait plus qui regarder. Et donc, on ne sait jamais vraiment quand est-ce qu'il faut parler, combien de temps il faut parler. Et moi, je crois que la leçon à distance, que j'appelle la classe à distance, ça peut pas être une copie parfaite de la leçon réelle, de la leçon physique. Pour 2 raisons. Parce que la capacité de concentration de l'enseignant est pas la même, et parce que la capacité de concentration et d'attention de l'élève n'est pas la même. Et on oublie, il y a des magnifiques photos de Doisneau, pour ceux qui se souviennent de Robert Doisneau, le photographe, où on voyait dans une classe, des fois des enfants qui lèvent la tête et qui regardent l'horloge ou qui regardent par la fenêtre. Des fois aussi, on voit l'enseignant qui lève la tête, qui regarde par la fenêtre, ou qui regarde un document pendant que ses élèves travaillent. Et bien là, ces respirations-là, dans de la visioconférence, c'est presque pris pour de l'indélicatesse, quoi. Donc il faut retrouver des respirations. Et moi, je crois qu'il y a une règle qui est pas du tout simple, hein, mais qui en a une, c'est il faut apprendre à faire moins, à faire mieux et à faire plus court. Et moi, je me suis beaucoup centré sur le temps. Quand je conçois des projets éducatifs, le grand obstacle, c'est le temps. De quel temps dispose-t-on? Et on sait que les leçons ou les heures de cours, elles durent 50 minutes, 45 minutes, le temps d'arriver, de s'asseoir, de ressortir ses cahiers pour la leçon concrète si on est au primaire. Et moi, je crois que les leçons en ligne, elles devraient durer 30 minutes au maximum. Et dans ces 30 minutes, c'est pour moi un travail d'abord d'amorçage, un travail de défrichage. Le prof, il donne envie. Alors, il donne souvent envie, mais là, il faut qu'il donne envie. Et ensuite, les élèves, il faudra qu'ils approfondissent, qu'ils complètent. Et ça peut se faire entre guillemets à la maison. C'est-à-dire, il faut retrouver une distinction entre le travail à la maison et le travail en classe, même si on est toujours à la maison. Et je crois que 30 minutes, c'est un temps maximum pour une leçon. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire que peut-être il faut faire 4 leçons par jour de 30 minutes. Après, c'est à distribuer dans les temps que l'enseignant pacte avec ses élèves. Mais est-ce que c'est 2 fois 30 minutes le matin, 2 fois 30 minutes l'après-midi, et que entre chacune de ces 30 minutes, il y a une pause. Elle est une pause de déconnexion, et puis elle est une pause de révision ou d'approfondissement de ce qu'on vient de voir. Et donc pour moi, et je suis très à l'écoute de ce que diront les enseignants, mais ne faites donc lors de la leçon que ce que vous vous sentez capable de faire en 30 minutes. Allez au plus vite. Alors je sais, les programmes, ils sont gigantesques. On fait la guerre mondiale en 2 heures. Eh ben non, là, on la fera en 30 minutes. S'il faut faire la guerre mondiale, ou la deuxième, ou même la première. Mais il faut faire court. Donc il faut accepter de faire plus court, alors que d'habitude on fait trop et trop long. Donc c'est un gros changement. Merci beaucoup Pierre-Antoine. N'hésitez surtout pas à interagir avec Pierre-Antoine en posant vos questions dans le chat du live. Nous avons prévu un temps à la fin de cette discussion pour justement vous permettre d'interagir avec Pierre-Antoine. Dis-moi Pierre-Antoine, sur les outils de visioconférence. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que j'ai beaucoup entendu des enseignants nous dire qu'ils avaient testé ça et qui justement s'échinaient parfois à connecter tous leurs élèves en même temps, à faire des cours qui sont parfois effectivement peut-être un peu longs pour le temps du numérique. Est-ce que tu aurais des bonnes pratiques, des
des expériences vues sur le terrain à nous partager sur la question de ces visioconférences? Pour moi, les belles expériences et les belles expériences de terrain, c'est les cours dont on se souvient, qu'ils soient à distance ou qu'ils soient en présentiel. Et ce que tu me demandes sur la visioconférence, moi, je pense que l'apprentissage, ça consiste pas à voir en plein écran ses élèves. Le problème de la visioconférence, c'est que on va imaginer qu'on est enseignant, toi et moi, on va se trouver à 50 centimètres de distance de chacun de nos élèves. Donc, imaginez si on est dans une classe et qu'on est à 50 centimètres de chacun d'entre eux, c'est-à-dire qu'on est dans leur souffle. Et c'est pas possible, parce que l'apprentissage, c'est d'abord l'art de la distance. Il faut savoir garder une distance. L'enseignant, il garde une distance. Il s'approche, il s'éloigne. Donc, comment est-ce qu'on s'approche et on s'éloigne en visioconférence? Et puis, c'est aussi l'art de savoir utiliser des supports pédagogiques. Si on n'y prend pas garde, ben, la visio, ça devient une présentation PowerPoint. J'ai rien contre le PowerPoint, mais une présentation PowerPoint, dans ces cas-là, on l'envoie par l'ENT ou on l'envoie par mail et ça marche pareil. Donc, pour moi, la particularité d'une leçon par visioconférence comme d'une leçon réelle, c'est qu'elle a une dynamique. Et qu'en fait, l'idée, c'est qu'il faut qu'on en sache plus à la fin qu'au début. Donc, on part d'un point A et on va à un point B. Si la visioconférence, elle est planifiée, alors on va avoir une progression, quelle que soit la progression. Mais comme la leçon, elle doit aller à l'essentiel, je pense qu'il faut des supports qui soient des supports courts aussi. Ça sert à rien d'avoir un PowerPoint de 30 slides. C'est pas possible. Personne peut le regarder. Envoyons-le après. Mais la construction de la leçon, une visio réussie, pour moi, elle commence une demi-heure avant la visio. C'est-à-dire, c'est une feuille de papier ou un document Word dans lequel on écrit les objectifs qu'on se fixe pour la séance, le cœur de l'apprentissage, le cœur de ce qu'on veut dire, un exercice qu'on souhaite faire pendant la classe, une activité, un moment de respiration, une petite pause et puis une manière de valider à la fin. Moi, je le mettrai en lien sur le Facebook, mais j'ai un document dont le degré de design est 0 ou moins 2000, c'est-à-dire que c'est pas du tout designé. C'est un tableau Word dans lequel je rentre mes objectifs pour la visio. Et les deux derniers points, pardon, c'est vu que la classe, elle doit avoir une dynamique, une progression, il faut penser à une évaluation. Et même en 30 minutes, il faut penser à une évaluation, qu'elle soit individuelle, qu'elle soit collective. L'évaluation collective, ça peut être un questionnaire. Il y a plein d'applications qui permettent de faire des petits questionnaires très rapides. Et si elle est individuelle, je parlerai après d'un outil, mais peu importe l'outil, ça peut être, s'il y en a qui a pas compris, il m'envoie un SMS et on en parle. Il y a plein de manières de porter attention aux gens. Et ça, j'ai pas besoin de l'apprendre aux enseignants, c'est leur métier. Et ils font ça 2 milliards de fois mieux que moi. Pour finir, c'est l'idée que la visio, c'est juste un outil, mais c'est aussi un outil qui peut permettre aussi la participation. Il faut pas non plus le voir juste comme ce qu'on utilise tous aujourd'hui pour faire des apéritifs à toute heure du jour et de la nuit. Ça peut être un outil bien utilisé en pédagogie. Merci beaucoup pour ces conseils très précieux. Tu parles des questionnaires. C'est aussi une façon justement de travailler ce levier extrêmement important en classe, qui est celui de la participation des élèves. C'est un formidable levier de motivation, mais aussi un levier d'apprentissage. Comment est-ce qu'on peut faire pour reproduire cette dynamique-là pour une classe à distance? Alors, d'abord, je crois qu'on peut pas la reproduire. Je pense qu'il faut en inventer une autre. C'est dur de reproduire. Les fonctions de visio et d'audio, conférence, sur le papier, elles sont formidables parce qu'elles permettent de parler et de donner la parole. Alors, ça marche moyennement. Tu vois, là, nous, on parle tous les deux, mais on n'est pas interrompu, personne d'autre nous parle, puis on ne sait pas quand prendre la parole. Et la parole, elle est utile dans certains cas, mais elle peut pas être constante.
moi, en tant que parent, je suis allé dans plein de conseils de classe où on m'expliquait la classe est tellement bavarde qu'on n'arrive pas à faire classe. Donc là, si on se dit j'ai 20 élèves qui ont tous accès à Blastream avec le micro, qui ouvrent leur micro et qui parlent quand ils veulent, euh, ça va être du parler pour ne rien dire. Et je pense que la participation à distance, au bout du compte, c'est le même genre de participation. Enfin, en tout cas, on doit avoir des objectifs qui sont similaires en termes de participation à ceux qu'on aurait dans une classe réelle. Et je crois que ça va pas se résoudre en donnant la parole via le micro, parce que les plus timides resteront les plus timides, ceux qui parlent tout le temps parleront encore plus, il y aura une cacophonie qui va être épouvantable. Donc la première consigne en visio, c'est fermer votre micro. C'est assez autoritaire, mais je pense que à partir de là, dans une visio, il faut pouvoir trouver une manière, et là l'outil peut être important, mais encore une fois, il faut qu'on soit des bricoleurs, donc d'une certaine manière, peu importe l'outil, il faut qu'on mise sur la capacité de l'élève à apporter des choses, apporter des documents, apporter une vidéo, exprimer des idées. Et ça, ça se travaille peut-être avant, ou il faudra que ça se travaille après, mais en tout cas, il faut que ce soit inclus dans la dynamique du cours. Merci beaucoup. Et alors, on s'est aussi rencontrés parce que tu as développé un formidable outil de travail collectif pour les enseignants et leurs élèves. Est-ce que tu accepterais de nous en faire une démonstration, Pierre-Antoine? Ouais, je vous en fais une démonstration avec plaisir. Je vais vous montrer une version d'un outil qui s'appelle Unio, UNIO. Je vais vous montrer la version française qu'on est juste en train de développer, de mettre à disposition gratuitement. J'en parlais avec Michel pour tous les enseignants dans cette période. Donc, je vais partager mon écran. Où est-ce que je partage mon écran? Ici. Voilà. Partage mon écran. Alors, est-ce que mon écran est partagé là? Voilà, là, il est partagé. Je vais aller là. Je vais aller là. Voilà. Ça s'appelle donc Union, et je vais m'identifier en tant que professeur avec mon compte Google. Et donc, je vais rentrer sur un tableau de bord. Et sur ce tableau de bord, je peux créer toutes les matières que je veux. Je peux créer une matière qui est réunion du matin. Voilà. Et je vais créer ma matière qui s'appelle réunion du matin. Voilà. Donc, ma matière qui s'appelle réunion du matin, elle va à un moment donné s'afficher ici, sur mon tableau de bord. Et là, je vais pouvoir créer une leçon. Et je vous montrerai après ce que c'est que les groupes de travail, puisque c'est aussi, à mon sens, un des grands manques de cette distance, et de ne plus pouvoir faire du coopératif, du collaboratif. Donc, créer une leçon, c'est extrêmement simple. Je vous propose une leçon rapide sur le climat. Et donc, cette leçon sur le climat, je dois l'intituler. Je vais l'intituler climat. Je vais écrire une indication. Je vais mettre le climat en question. Pardonnez ma créativité du matin, elle n'est pas forcément à hauteur des attentes. Et puis, je vais aller chercher mon petit document Word que j'ai préparé. Et puis, je vais me dire, mais de quoi est-ce que je vais parler? Et je veux parler, en fait, je suis un très grand fan de la main à la pâte, que vous connaissez sans doute, et je veux parler de la fonte des glaces. Je veux parler de la fonte des glaces, donc pour parler de la fonte des glaces, je vais revenir ici, je vais juste entrer mes objectifs. Voilà, je vais faire mes objectifs sur la fonte des glaces. Je vais mettre ça dans un corps qui est un peu plus grand. Voilà. Et puis, je vais me dire, tiens, je vais illustrer mon cours. Donc, je suis toujours dans votre configuration de préparation du cours. Je vais aller très, très vite là-dessus. Et je vais inscrire une image en préparation de ce cours. Voilà. Et
voilà, je suis là, j'ai fait cette première petite introduction. Je peux introduire derrière des éléments de savoir encore une fois très simple que j'aurais préparé et j'ai préparé ça en quelques minutes avant. Et je pense qu'il faut toujours prendre en compte le fait que les enseignants, c'est les grands experts de leur sujet, donc ils ont ça presque dans leur ADN. Et donc préparer des cours, c'est pas quelque chose qui est inabordable. Simplement, il faut s'extraire de cette idée du beau, du graphique, du magnifique. Donc là, j'ai des enseignements, et puis je vais demander ici une activité à mes élèves, et je vais leur dire choisissez une image qui correspond à cette évolution du climat. Donc, voilà, je vais leur poser ça comme consigne, donc je l'inscris dans ma leçon. Je vais leur demander de une image. Et puis ensuite, comme je suis à la fin de cet exercice, j'ai sollicité mes élèves, je vais leur proposer de regarder avec moi, mais pendant quelques minutes, une vidéo qui est une vidéo magnifique que vous connaissez sans doute, qui est une vidéo de Jacques Lamblin. Jacques Lamblin, c'est un auteur, un acteur belge, enfin belgo-français, je pense. Et donc j'essaye là, mais mon internet s'est bloqué. Donc où est-ce que je suis? Attendez voir. Voilà. Attendez. Entre toutes les applications qui sont ouvertes et tous les internets qui courent, je vous fais la démonstration en direct de tout. Ça marche aussi bien que ce qui était prévu. Attendez voir. Alors. Okay. Bon. Ma démonstration va tourner. Pourquoi est-ce que j'y arrive pas? Alors, je n'arrive plus à revenir chez vous non plus. Ça fonctionnait bien, Pierre-Antoine, avec un tout petit délai entre l'écran et ce que tu me disais. C'est un problème de bande passante. Alors, attends. Comment est-ce que je peux faire pour revenir chez vous en interruption? Alors, attendez. Je vais faire ça. Parce que j'arrive même pas à revenir chez vous. Bon. Tchouk, tchouk, tchouk. Est-ce que vous me voyez là? On te voit bien. Non. Ça fonctionne. Bon. On te voit. On ne voit plus ton écran. Ah, mais vous me voyez. Donc, oui, tout va bien. Vous voyez plus mon écran. Exactement. Alors, tout va à peu près bien, si vous me voyez, mais moi, je ne peux plus accéder à mon ordinateur. Donc, c'est pas terrible. Tu veux que je me connecte sur mon ordinateur. Bon, non, ce qu'il faut que je fasse, si tu me laisses 2 petites secondes, c'est que je pense qu'il faut que je me déconnecte et que je me reconnecte. Alors attends, voilà. Là, je suis de nouveau. Attendez voir, excusez-moi de ça. Les aléas du direct. Tout, voilà. Rien que de très naturel. Et j'imagine que les enseignants qui nous regardent ont vécu cette même expérience en faisant la classe à distance avec leurs élèves. Voilà. Alors, attendez. Bon, je vais refaire un petit coup rapide. Voilà, allez. Je vais faire ça, le climat. Voilà. Je vais faire très très vite pour pas vous embêter. Je vais juste vous montrer. Voilà, je suis sur une vidéo YouTube. J'ai envie de mettre Jacques Lamblin ici. Voilà. Bon, je vais mettre Jacques Lamblin. Je vais écouter Jacques Lamblin quelques minutes. Je crois qu'il faut que tu partages ton écran à nouveau, Pierre-Antoine. Nous l'avons perdu. Je partage mon écran avec vous. Alors, attendez. C'est complexe, cette histoire. Attendez voir. Ok, où est-ce que je suis? Le problème, c'est que je ne te vois plus. C'est là. Non, là, tu ne me vois pas. Je ne vois même plus où est ton. Moi, je te vois bien, mais simplement. Oui, tu as dû perdre la fenêtre Blastream.
d'une façon ou Ouais. d'une autre. Perdu Blastream, voilà. Là, j'ai retrouvé Blastream. Et donc maintenant, ah ben, dites-moi. Là, nous te voyons Et là, toujours toi, pas encore ton écran, mais ça devrait arriver. ah ben voilà. Bon. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Bon. Alors, Ça y est, nous voyons ton écran. avec un peu de patience, allez, je recommence très vite. Voilà, une leçon sur le climat. Allez, j'ai créé une leçon sur le climat. Je vous ai donné mes objectifs. Allez, le climat, la fonte des glaces. Voilà, pardon. Dites-moi, quand même, pas très pratique. Voilà. Voilà, le climat, ce garçon qui va nous servir de fil directeur dans notre leçon. Et puis, des questions qu'on veut poser aux élèves. Je vais me recentrer juste sur une chose, c'est que vit cet enfant confronté à la sécheresse. Voilà. Je vais juste faire ça comme question. Et puis, je vais rajouter juste une dernière chose ici. Je vais mettre une petite vidéo de YouTube qui est là, que j'aurais trouvée, dans lequel on va pouvoir partager une petite réflexion avec notre ami Jacques Gamblin. Voilà, on va l'écouter. Et puis là, je vais juste rajouter ici une petite question. Donc, j'ai des possibilités ici qui me permettent de créer des questions. Et je vais mettre la fonte des glaces. Ah, les experts prévoient une montée des eaux. Et la réponse, donc qu'est-ce que c'est entre 80 cm et 1 mètre? Est-ce que c'est entre 2 et 5 mètres? Est-ce que c'est plus de 10 mètres? Je peux mettre une petite photo ici pour illustrer cette photo. Donc voilà, je peux mettre ici un iceberg. Voilà, je fais l'update et je termine ma question. Donc ça, c'est la leçon qui a été créée de manière très rapide pour une classe et qui doit nous servir de support. Encore une fois, je l'ai faite un peu trop vite, mais je la démarre. Et quand je la démarre, oubliez cette anachrone, cette URL qui est notre URL de test pour la version française, on arrive juste avec un code et ce code, il nous dit 80-90. Et donc ce code, il doit permettre aux élèves de rejoindre cette leçon. Donc, ils vont tout simplement rentrer leur nom sur la leçon et ils vont rentrer dans la leçon. Ils vont voilà, j'ai un autre élève ici, il va mettre son nom, là, il va rentrer dans la leçon. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que moi, professeur, qui suis ici, aujourd'hui, à ce moment-là, j'ai dans ma classe 2 élèves qui s'appellent Elliot et qui s'appellent Inès. Et si je veux avoir tous les élèves de la classe, je les ai tous en vision. C'est-à-dire, je vois et je peux partager les écrans de mes élèves. Ce que je peux faire, c'est que je peux décider de synchroniser ou de rendre l'enseignement complètement libre pour chacun des élèves. Si je décide de le rendre non synchrone, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que mes élèves pourront bouger à leur guise dans le cours sans moi. Donc, ils pourront avancer, reculer, etc. Si je décide que, au contraire, c'est moi qui ai la main, eh bien, à partir de là, aucun de mes élèves ne pourra faire une action sans moi. Donc, je suis dans le cours. Donc, j'ai demandé à mes élèves, par exemple, que vit cet enfant confronté à la sécheresse. J'attends donc que mes étudiants puissent
se mettre à faire le travail qu'il aurait demandé. Donc le travail qu'il aurait demandé, que vit cet enfant confronté à la sécheresse? Eh bien, je suis ici et je vais dire cet enfant doit faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Bon. Parfait, je sais pas si c'est parfait, mais cet enfant doit faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Je vais aller voir ce qui se passe sur mes écrans. Donc, je vais aller regarder ce que mes élèves ont pu écrire. Voilà, je reviens vers mes élèves et je vais aller voir ici. Donc, cet enfant doit faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Et là, je pourrais faire, si je le souhaitais, un commentaire bien vu, poursuit ta réflexion. Okay, et puis je peux lui envoyer un petit encouragement. Et pour terminer, je suis de retour avec l'ensemble de mes étudiants. Je suis revenu sur mon cours et j'ai décidé que j'allais lancer ce questionnaire que l'on a vu ensemble. En lançant ce questionnaire que l'on a vu ensemble, je sais que je vais devoir permettre aux élèves de répondre aux questions. Donc, les experts prévoient une montée des eaux. On va supposer que c'est de 80 centimètres. On a l'autre élève qui nous demande quelle est la réponse. Lui, il va dire c'est plus de 10 mètres. On va soutenir le petit quiz et je vais revenir à mon résultat et je vais avoir les résultats du quiz, les résultats par élève et je serai en mesure de pouvoir dire que Elliot a répondu faux, que Inès a répondu bon. Voilà. Je vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus. Ce que je voudrais juste vous dire et vous montrer, et c'est le dernier point, je vais donc finir la leçon, je pourrais la laisser ouverte, je vais l'appeler climat live, et c'est le dernier point, c'est que on a, attendez, je vais arrêter mon écran et je vais revenir vous voir parce que c'est quand même super désagréable de pas te voir, Michel, en tout cas. Donc, comment est-ce que je fais pour te voir? Hop. Voilà, là je te vois. Tout ce que je voulais dire avec cette petite démo qui a pris un peu plus de temps que j'aurais souhaité, c'est que il y a des applications et il y en a plusieurs, mais je pense que c'est celles-là qui sont pour moi les plus intéressantes. C'est qu'elles cherchent à reproduire le plus fidèlement possible la construction très bricolée d'une classe. Pour moi, le prof, c'est un bricoleur. C'est un bricoleur, c'est-à-dire qu'il doit faire avec les moyens du bord. Et dans la période actuelle, il faut encore plus faire avec les moyens du bord. Donc les trucs très beaux qui marchent tout d'un coup, où on a des animations sur l'écran, où c'est pas ça qu'on cherche. On cherche quelque chose qui reproduise au plus près le côté bricolé d'une classe. Et quand je dis bricolé, je le dis avec un respect immense. Il y a un texte d'un grand anthropologue qui s'appelle Lévi-Strauss qui compare le bricoleur à l'ingénieur et qui explique les valeurs du bricoleur. Donc pour moi, l'enseignant, c'est un bricoleur en permanence. Il se plaint souvent d'avoir peu d'outils pour bricoler, mais c'est un bricoleur. Et aujourd'hui, la consigne que si je pouvais me permettre de donner une consigne, ce serait de dire soyez des bricoleurs. Évitez de réinventer le contenu. Les contenus sont là. On vous met à disposition des milliards de documents. Vous avez la Khan Academy avec des milliers de vidéos offertes par BSF. Ces contenus-là, ils sont à votre disposition. Il faut aller les chercher. Il faut pas refaire le tour 3 fois. Il faut pas confondre, d'ailleurs, entretenir de la confusion avec nos apprenants avec une utilisation trop ambitieuse des outils. Il faut des choses simples. Ils pourront pratiquer la 3D et la réalité augmentée chez eux. Ils sont suffisamment forts pour ceux qui ont des ordinateurs. Il faut utiliser un modèle de communication régulier pour aider à établir un sentiment de communauté. Ça, c'est pas lié à la visioconférence. C'est l'idée d'une communication simple, régulière, très très anodine, très du jour le jour. Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? C'est des petites communications. C'est maintenir l'attention des étudiants lorsqu'on délivre. Et ça, c'est l'idée du temps. C'est
prolonger la durée d'une leçon au-delà de son évaluation finale, c'est-à-dire la laisser ouverte. Les leçons que je vous ai montrées, on peut les laisser ouvertes et ensuite les élèves reviennent et continuent à la regarder et à la pratiquer. C'est fixer des résultats d'apprentissage clairs et mesurables. Ça, c'est extrêmement important. Les enseignants les ont, il faut qu'ils les gardent. C'est quand on fait des questionnaires qu'on les positionne aux bons endroits, au début, à la fin. Utiliser des solutions complémentaires pour soutenir l'enseignement. Il n'y a pas que la plateforme de Visio ou la plateforme Unio que je vous ai montré. Effectivement, aller se balader sur Cannes, ça permet de faire aussi toute une démarche éducative. C'est encourager les apprenants à s'engager dans des vraies tâches. Alors ça, c'est l'ordre du travail à la maison ou du travail en groupe. Avec Unio que je vous ai montré, il y a la possibilité de pouvoir donner à 3, 4, 5 élèves exactement le même écran. Et sur ce même écran, ils peuvent travailler ensemble, à distance. Ils peuvent apporter leur contribution, ajouter des enregistrements. Ils peuvent faire plein de choses qu'on n'imagine pas. Je vous le montrerai en une seconde. Et puis, il faut développer l'autonomie des élèves. On passe sa vie scolaire à se dire il faut que mes élèves soient autonomes. Aujourd'hui, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils soient autonomes. Et puis, il y a l'idée de la provocation. Et l'idée de la question provocatrice, c'est toujours quelque chose qui intervient au début ou à la fin. Est-ce que vous avez compris? Et est-ce que vous avez compris? C'est souvent la question qu'on n'a pas le temps de poser quand on fait des cours. Mais il faut la poser dans une classe à distance. Est-ce que vous avez compris? Il faut accepter que 50% disent j'ai rien compris. Comme on a des solutions avec des questionnaires anonymes. Et là, il faut à partir de là pouvoir rebondir. Et moi, je trouve que la capacité justement de pouvoir se réinventer dans une forme de simplicité, elle est importante. Je te montre encore une dernière chose et après j'arrête. Cette dernière chose, en partageant mon écran, si j'y arrive, elle est là et c'est sans doute ça. Est-ce que c'est ça? Non, attendez, je vais juste aller chercher ce que je veux vous montrer. Voilà. Pierre-Antoine, il va partir, il va revenir, il va faire. Voilà. Et il va faire un group work. Et ce group work, c'est tout bête. C'est, je vais prévoir préparer des petites diapositives et je vais dire, c'est le groupe de Inès, Elliot et Charlotte. Voilà. Et ça, c'est le group work. Et sur ce group work, je vais leur dire, enregistrer un message pour le climat. Je crois qu'on a un petit décalage, Pierre-Antoine, parce que on ne voit pas on ne voit pas le group work encore. On est encore sur la slide où on voit l'extrait de vidéo. Alors, écoute, c'est pas grave. Est-ce que vous me voyez maintenant sur l'écran? Oui, on te voit. Oui. Je vais pas faire d'autres démos, je la ferai, je te la mettrai sur ton site Facebook, elle est très très facile et très simple. Voilà, j'ai fini. En fait, la réponse que je voulais te donner, c'était surtout que tant pour les concepteurs de projets éducatifs, comme pour les enseignants, comme pour les spécialistes que vous êtes de l'éducation présentielle et à distance, moi je crois que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est une incroyable leçon d'humilité et qu'il n'y a pas de solution parfaite. Et que la solution parfaite, c'est le plaisir qu'on peut prendre à transmettre. Et que ça dure pendant 30 minutes, c'est pas grave. Le plaisir, c'est ce qui va sauver le lien entre l'enseignant et l'élève. Merci infiniment, Pierre-Antoine. C'était une démonstration technique à la fois très riche de fonctionnalités et surtout un vrai message, je pense, un vrai message sur le fait de recentrer l'enseignement sur cette création de liens et ce maintien du lien entre les enseignants et les élèves et non pas sur l'outil. À tous ceux qui nous avaient dit le numérique a remplacé les enseignants, je pense que cette période de confinement montre justement que la technologie n'est jamais qu'un outil et qu'elle est au service de l'enseignant et de sa pédagogie. Je vous invite à nous poser vos questions en ligne. N'hésitez pas, Pierre-Antoine est encore disponible quelques minutes, donc n'hésitez surtout pas à écrire vos questions dans le chat
du live. Je les relayerai à Pierre-Antoine. Peut-être une première assez pragmatique. Pierre-Antoine, tu disais que cet outil allait être déployé en français à partir de cette semaine. Où est-ce qu'on peut le retrouver? Comment ça se passe pour s'inscrire? En fait, pour s'inscrire, je ferai passer par ton site Facebook l'URL qui est très simple, qui est unio-app.a2p.com. Aujourd'hui, c'est disponible en anglais, donc pour tous ceux qui veulent s'inscrire, mais on va, par ton intermédiaire, faire te faire passer le petit questionnaire qui permet de s'inscrire directement sur l'outil et donc de bénéficier de l'outil gratuitement à partir de maintenant. On est en train de finaliser la traduction française et pour que toutes les indications du menu soient en français pour les profs français et belges. Merci infiniment Pierre-Antoine. C'est extrêmement généreux à toi. En effet, Pierre-Antoine et son équipe qui ont développé cet outil nous proposent de le mettre gratuitement à disposition des enseignants sur cette période de confinement. Vraiment, merci beaucoup à toi. C'est un outil précieux, simple d'utilisation et vous retrouverez effectivement le lien sur notre page Facebook et sur notre site internet www.bibliosansfrontières.org pour la France et www.bibliosansfrontières.be pour la Belgique avec les explications de prise en main. En tout cas, merci infiniment Pierre-Antoine, c'est vraiment très généreux de votre part. Ouais, enfin, plus que la générosité, je pense que c'est surtout le besoin qui lui aussi est assez unique que tous ceux qui travaillent dans l'éducation puissent pendant un temps court travailler ensemble. Et ça, c'est pas toujours le cas. Donc c'est plus une chance pour nous, voilà, que la générosité. La générosité, je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt celle des enseignants et des enfants qu'il faut mettre en avant. Effectivement, une période très très particulière qui demande beaucoup de créativité, de solidarité et de persévérance. Dis-moi, nous avons une question de Dimitri qui te demande: est-ce que vous avez le temps, avec les solutions en ligne, de proposer à la fois des apprentissages communs et de suivre et ou répondre aux questions individuelles? Comment structurez-vous votre journée? Alors, la question s'adresse à toi en tant qu'enseignant. Si comment tu ferais cela? Alors, d'abord, je ferai la même réponse que celle que j'ai fait au tout début, à savoir, il faut continuer à faire ce qu'on sait faire de mieux. Donc, la première fonction, malgré tout, de l'enseignant, c'est d'essayer de porter une classe pour un groupe et pour une collectivité, parce que c'est la contrainte que lui donne la salle de classe, c'est la contrainte que lui donne le groupe classe. Et donc, il essaye toujours de s'ajuster au groupe classe. L'attention individuelle, et on le sait, est une attention qui est toujours qui est pas seconde, elle est extrêmement importante, mais dans la gestion du temps, c'est pas celle qui reprend l'attention principale du prof. Le prof, il va devoir continuer à essayer de gérer son groupe et de le gérer le mieux possible. Ensuite, l'attention individuelle, pour moi, elle se décompose en deux types de cas. Ce que j'appellerais des cas graves, c'est-à-dire des cas où on comprend pas, où on a complètement décroché, où il faut savoir identifier ça. Et quand je vous montrais l'idée des écrans partagés sur une solution à distance, on se rend compte de qui est dedans, qui est pas dedans. Et puis là, c'est, j'allais dire, la disponibilité plus ou moins grande de l'enseignant, qui lui aussi a sa vie de famille, qui lui aussi a ses contraintes, de savoir s'il peut établir après la classe une relation avec l'élève. Ça, c'est du SMS, c'est du WhatsApp si vous avez créé un groupe WhatsApp avec la classe. Et puis, il y a une deuxième il y a un deuxième élément qui est la possibilité d'une certaine manière de se défausser de son rôle d'assistance en créant des groupes de travail. Et les groupes de travail, c'est de faire en sorte que des élèves, peut-être par niveau différent, puissent travailler ensemble et déjà dans un premier temps résoudre des problèmes qui sont les leurs par la force du groupe. C'est le sens de la petite application de groupe work que je vous montrais, mais bon, ça peut être aussi quelque chose encore une fois, d'extrêmement bricolé qui peut être mis en place par les élèves eux-mêmes. Encore une fois, la question de Dimitri, c'est une question centrale, mais qui n'a pas une réponse fondamentalement différente de celle qu'il vit au quotidien dans sa salle de classe. Je crois qu'il faut arriver à garder le plus possible ce parallèle. Merci beaucoup Pierre-Antoine. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Peut-être une autre question qui
qui approfondit encore celle-ci, celle de la gestion de l'hétérogénéité des niveaux des élèves. Comment est-ce qu'on fait quand on a des élèves qui n'avancent pas forcément au même niveau, n'ont pas forcément les mêmes facilités ou les mêmes difficultés, lacunes. Comment est-ce qu'en étant à distance, on peut les accompagner pour qu'ils progressent chacun à leur rythme, Pierre-Antoine? Là encore, j'allais dire comment est-ce qu'on fait dans une vraie classe, puisque cette hétérogénéité, c'est celle qui caractérise le plus souvent les classes. On parle aux enseignants et c'est quand même une des premières choses qu'ils mettent en avant. Et comment est-ce qu'ils arrivent à résoudre ça? Ils font beaucoup de travail collaboratif. Là encore, ils reviennent vers la notion de groupe et puis après de l'attention individuelle vers ceux qui nécessitent le plus. Mais on sait que ce renforcement, il est difficile à donner avec la densité des programmes, avec la densité des cours. Donc, je dirais que l'avancée du groupe, elle doit être aussi peut-être dans une idée d'objectif à minima. C'est-à-dire que là encore, quand je disais il faut faire mieux avec moins, il faut sans doute se fixer des objectifs qui sont moins ambitieux pour ces leçons partagées. Et ensuite, dans ce qu'on appellerait le travail à la maison, peut-être là retrouver une distinction entre les élèves dont on sait qu'ils ont des facilités et ceux dont on sait qu'ils n'en ont pas. Il y a quand même un avantage dans cette crise, c'est que s'il faut en trouver un, il intervient au mois de mars, donc fin mars, début avril. On connaît les élèves depuis septembre. Donc tout cet historique sur les élèves, on l'a pas perdu. Et ça, c'est quand même une chance. Donc on est en terrain connu. Et donc là, ce bricolage, c'est aussi celui qu'il faut faire avant et après la classe. La classe à distance, c'est un élément de socialisation. Il faut le prendre comme ça. C'est un élément de rencontre où on reprend du plaisir à être ensemble. 30 minutes. Je reviens sur l'idée des 30 minutes. Les parents, ils voudraient que ça dure 8 heures. C'est pas vrai. Eux-mêmes pourraient pas le supporter. 8 heures à écouter leur enfant dans le même appartement prendre la classe. Il faut limiter cet usage. Génial, merci beaucoup Pierre-Antoine. Peut-être une question pour clore cet échange. Quel conseil est-ce que tu donnerais aux parents justement pour gérer l'éducation de leurs enfants durant cette période de confinement? Quelles recommandations tu ferais pour qu'ils puissent accompagner au mieux, eux, en tant que parents, cette période d'apprentissage un petit peu particulière? Si c'est possible, c'est-à-dire s'il existe cette relation entre l'enseignant et sa classe, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins technique, et si cette relation existe, c'est de demander aux parents de ne pas se substituer aux enseignants. C'est-à-dire de ne pas avoir cette peur panique de dire ils vont faire moins que ce qu'on faisait avant, ils vont prendre du retard, Je pense qu'il faut continuer à garder ce lien de confiance avec l'enseignant et faire ce qui est demandé par l'enseignant et pas recréer une pression qui est déjà insupportable sans confinement souvent dans les relations scolaires et qu'il serait encore plus aujourd'hui. Donc, il faut garder confiance dans l'enseignant, quels que soient les outils que l'enseignant utilise. S'il utilise du mail, il utilisera du mail, mais que l'enseignant soit clair dans les attentes, peut-être aussi, et c'est une chance aujourd'hui, que l'enseignant développe une relation directe avec les parents qu'il n'a pas en général et dont il se plaint souvent amèrement. Merci beaucoup, Pierre-Antoine. Un dernier conseil extrêmement judicieux aux parents. Merci infiniment à toi de participation. Vous retrouverez bien sûr tous les liens, toutes les références dont Pierre-Antoine nous a parlé directement sur notre page Facebook, mais aussi sur notre site internet et sur notre newsletter. Merci beaucoup, Pierre-Antoine, de ta contribution, de tes conseils, de tes conseils rassurants aux parents comme aux enseignants, comme aux enfants. Il s'agit de profiter de cette période pour être créatif et continuer à maintenir ce lien social et cette confiance entre tous les acteurs du monde de l'éducation. Merci vraiment beaucoup à toi. Et vous retrouverez certainement Pierre-Antoine dans les semaines à venir sur notre page Facebook, sur notre site internet où ces conseils continueront de nous guider durant cette période de confinement. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous invite à nous retrouver dès demain matin à 10h10 pour un nouveau live. Cette fois-ci, nous recevrons des collègues belges qui viendront nous parler de l'éducation au numérique, ce que l'école ne nous apprend pas encore et ce que vous pouvez découvrir en famille. Merci encore, Antoine.
Salut Je vous Michel, souhaite à merci tous beaucoup. une Bravo très à bonne tous journée. et bravo à BSF pour tout le travail qui est fait en ce moment, qui est remarquable. Bravo surtout aux enseignants, aux parents qui gèrent cette période-là en bricolant et en étant inventifs et résilients. Et merci beaucoup à toi. Je vous souhaite à tous une très belle journée et au plaisir de vous retrouver dès demain matin à 10h10. Au revoir. Bonne Alors, à journée à tous. bientôt.